En Nouvelle-France, l'habitant vit dans une certaine insouciance. Son goût de la fête lui fait oublier les menaces qui planent sur la colonie, qu'elles viennent de l'Iroquois ou de la Nouvelle-Angleterre. Sait-il seulement que l'Iroquois s'acharne contre la Huronie, brûlant systématiquement tous ses villages et s'opposant par la torture à la présence des missionnaires jésuites? Et selon le père Charlevoix, un Canadien est un mauvais sujet et un mauvais maître. Une nouvelle guerre éclate entre la France et l'Angleterre. La colonie n'y échappe pas. L'habitant doit défendre son territoire comme milicien sans solde. Un appel est lancé. Jean Barrette, Mathurin Thibodeau, Jacques Ménard, dit Fontaine, Pierre Chauvin, Claude Jutras, dit Lavallée, Noël Morin, Fiacre Duchard, dit Lafontaine, Grégoire de... 1689, la guerre éclate officiellement entre la France et l'Angleterre. En Nouvelle-Angleterre, on l'apprend avant la Nouvelle-France, parce que les relations sont beaucoup plus rapides entre l'Angleterre et ses colonies qu'entre la France et ses colonies. À ce moment-là, il y a un gouverneur d'une des colonies anglaises qui va remettre un baril de poudre aux Iroquois en leur disant « Je donne à chacune des 5 nations un baril de poudre à être employé contre nos ennemis et les leurs. » Les Iroquois ne rêvaient que de vengeance. Ils décident donc d'attaquer le village de la Chine, un village relié à la traite des fourrures et aussi au commerce de l'alcool. On va brûler bon nombre de maisons, tuer 24 habitants et faire entre 70 et 90 prisonniers. C'est ce qu'on a appelé le massacre de la Chine. Ils avaient cassé la tête aux uns, brûlé, rôti et mangé les autres, ouvert le ventre des femmes grosses pour en arracher les enfants et fait des cruautés inouïes et sans exemple. La vengeance appelle la vengeance. Et les Canadiens vont décider de se venger à leur tour en utilisant la même méthode que les Amérindiens. Le cri d'attaque se fit à la manière des sauvages et tout le monde le donna en même temps. Le massacre dura environ 2 heures. On ramène des prisonniers anglais et iroquois à Montréal, parmi eux des femmes et des enfants. Les premiers raids canadiens contre les établissements anglais en 1690 jettent la peur en Nouvelle-Angleterre. En 1690, une armée part de Nouvelle-Angleterre, monte vers le nord par la rivière Richelieu. Elle doit se joindre à une puissante expédition maritime. L'objectif, s'emparer de Québec, le cœur de la Nouvelle-France. On organise une flotte qui va partir de Boston, remonter le fleuve Saint-Laurent et attaquer Québec. Celle-ci est dirigée par William Phips. Cette flotte-là arrive devant Québec le 16 octobre. Phips, bon gentleman, décide d'envoyer quelqu'un sommer le gouverneur Frontenac de capituler avant qu'on commence à bombarder la ville. L'émissaire vient en chaloupe avec un drapeau blanc. On l'accueille dans la basse ville et de là, on le conduit après lui avoir bandé les yeux dans la haute ville. Tout le long du trajet, on veut impressionner l'émissaire anglais.
Et là, il y a des soldats qui font des piquetis d'armes. On parle, on crie, on veut donner l'impression que la ville est remplie de soldats prêts à se battre. L'émissaire arrive au château Saint-Louis, somme Frontenac de capituler. Frontenac lui répond « Je n'ai point de réponse à faire à votre général que par la bouche de mes canons et à coups de fusil. Qu'il apprenne que ce n'est pas de la sorte qu'on envoie sommer un homme comme moi. Qu'il fasse du mieux qu'il pourra de son côté, comme je ferai du mien. » Et comme Frontenac a décidé de se battre, Phipps commence à faire le siège de Québec. Et le 24 octobre, il commence à y avoir de la glace sur le fleuve. C'est froid. Phipps décide donc de lever le siège parce qu'il ne veut pas être emprisonné dans les glaces et est obligé de passer l'hiver dans la vallée du Saint-Laurent. Même si la guerre est terminée pour Québec et la vallée du Saint-Laurent, elle va se poursuivre ailleurs sur d'autres champs de bataille. Et celui qui va mener vraiment le combat de la France en Amérique du Nord, c'est Pierre Lemoine d'Iberville. Pierre Lemoine d'Iberville est issu d'une famille remarquable, la famille de Charles Lemoine de Longueuil. Les Lemoine sont des gens qui font la traite des fourrures, du commerce, mais ce sont surtout d'excellents marins et d'excellents guerriers. Presque tous les membres de la famille se sont illustrés dans de hauts faits d'armes. Pierre Lemoine, déjà en 1686, avait attaqué des établissements de la Hudson Bay Company à la baie d'Hudson. En 1696, d'Iberville s'illustre lors d'un combat célèbre dans la baie d'Hudson. Son navire, le Pélican, se bat contre 3 navires anglais et remporte la victoire. On va alors le surnommer le Cid canadien. À Terre-Neuve, avec 125 Canadiens, il tue 200 Anglais et fait 1838 prisonniers. Il détruit tous les postes de la baie d'Hudson et en chasse tous les Anglais. Il fonde une colonie en Louisiane, sème la panique dans les Antilles anglaises. Il se rend maître de l'île Navy, faisant prisonnier 800 hommes, 300 femmes, 600 enfants et 6000 esclaves. La paix va intervenir en 1697 avec la signature d'un traité de paix à Ryswick. Et, ironie, on va retourner à la situation d'avant la guerre, comme si d'Iberville n'avait rien fait. 1701, c'est une date importante dans l'histoire du Québec et du Canada. Il y a une paix, il y a une guerre. Depuis longtemps, on voulait régler tous les problèmes avec les Amérindiens. On convoque donc à Montréal les chefs des plus grandes tribus et on tente de négocier une paix globale. Les négociations seront longues mais fructueuses et tous apposent leur signature sur un document remarquable, la Grande Paix de 1701. Mais la même année, une guerre nouvelle éclate encore après à peine 4 ans de paix entre la France et l'Angleterre. Partie de la Nouvelle-Angleterre, l'armée de terre doit descendre la rivière Richelieu, s'emparer de Montréal et marcher ensuite sur Québec. La flotte, qui doit assaillir Québec par le fleuve, est confiée à Ovenden Walker. Au mois d'août, le Saint-Laurent se couvre volontiers de brume, rendant la navigation très dangereuse. Ce qui devait arriver arrive, la flotte de Walker échoue sur l'île aux œufs, non loin de cette île. « 1713. À Utrecht, une petite ville de Hollande qui a un gros lion pour emblème, la France et l'Angleterre signent un traité de paix. Après la signature du traité de paix, la colonie connaît une très longue période de tranquillité. Une période de 30 ans, sans combat, sans guerre, ce qu'elle n'avait pas connu depuis le début de son histoire. On va en profiter pour se fortifier de part et d'autre. Québec aura de nouvelles fortifications. On va entourer la ville de Montréal d'un mur de pierre avec des portes. On va aussi décider de construire une forteresse pour essayer d'empêcher une flotte anglaise ou de Nouvelle-Angleterre de remonter le fleuve Saint-Laurent et de venir attaquer la vallée du Saint-Laurent. Cette forteresse, c'est Louisbourg.
C'est une entreprise qui va coûter énormément cher. Louisbourg, c'est plus qu'une forteresse, c'est une ville. Le palais du gouverneur est construit en pierre de taille importée de Paris. Il y a l'hôpital, une église, des casernes, des magasins. Les pêcheurs des 2 continents viennent y faire escale. Louisbourg représente une grave menace pour la nouvelle colonie anglaise de Halifax. C'est un port ouvert toute l'année qui sert de relais entre la vallée du Saint-Laurent et la France.